Salut à toutes et bienvenue sur IHT, en compagnie de mes confrères et consoeurs de la presse écrite et parlée pour commenter l'actualité de la semaine avec aujourd'hui une consoeur pour qui c'est une première, Maureen Cofflard, journaliste à l'AFP. Bonsoir Maureen et bienvenue sur ce plateau. Jérôme Paoli de Parole de Corse, bien connu. Bonsoir Jérôme. Et bien sûr Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Alors, semaine riche en actualité avec notamment cette présentation lundi dernier du plan de gestion de l'espace public maritime présenté par la préfète de Corse. Un certain nombre de mesures ont été annoncées. Les 400 demandes d'autorisation seront examinées. Des refus seront actés, notamment pour ceux qui ont contrevenu précédemment à la loi. Et puis à plus long terme ont été avancées les idées de concession délivrées par les maires. On écoute sur ce point Josiane Chevalier. On a un problème sur des occupants sans titre qui, depuis plusieurs années, occupent très largement les plages en particulier, privatisent des plages. Et donc ça sera un angle de contrôle très important en 2019. On fera en sorte que ces installations n'aient pas lieu avec des contrôles réitérés sur une dizaine de cas que nous avons répertoriés. Alors, refus, sanctions, contentieux, en particulier à Calvi où des établissements en dur sont installés. Il va falloir régler le problème. L'État a l'air déterminé, mais l'affaire s'annonce quand même compliquée, Jérôme. Compliqué parce que déjà, qu'on veuille réglementer et qu'on ne fasse pas n'importe quoi en Corse, c'est une évidence. Donc on ne peut pas laisser construire n'importe quoi, n'importe où. Il faut préserver notre terre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi du développement économique de l'autre côté. Donc il faut aussi que des gens puissent travailler. Donc déjà, il y a cette espèce d'arbitrage à construire pour que tout le monde, pour qu'il y ait un accord qui fasse que tout fonctionne. Et puis après, c'est qui va gérer tout ça. Quand on pense donner la gestion au maire, ça devient compliqué parce que là, on rentre dans de la proximité et que quand c'était l'État qui faisait les arbitrages, il est au-dessus et c'était beaucoup plus neutre. Donc on risque d'avoir des journées assez compliquées. L'État ira jusqu'au bout dans ce dossier, parce que si on se rappelle de l'histoire la fin des années 90, on a vu que tout ça s'est arrêté brusquement. Eh bien justement, c'est pour ne plus commettre les mêmes erreurs qu'apparemment l'État aujourd'hui veut s'inscrire dans une stratégie de longue durée et non plus dans une action au coup par coup comme le faisait auparavant. On se rappelle de la paillote chez Francis, c'est à ce à quoi vous faites allusion, me semble-t-il. Donc, alors, sur ce que vient de dire Jérôme, bon, moi, je ne suis pas d'accord sur la première partie, il faut bien que tout le monde vive. Il y a la loi, on l'applique ou pas. Bon, donc le domaine public maritime, il est public avant tout. Oui, mais il faut qu'il y ait du développement économique quand même aussi. Oui, il faut qu'il y ait du développement économique, mais dans le chef d'entreprise qui parle. Oui, effectivement, c'est le chef d'entreprise qui parle. Non, il y a le respect de la loi et notamment le respect du domaine public maritime et de l'environnement. On ne peut pas construire sur des dunes, etc. Il faut que ce soit démontable. Après, sur le second aspect de votre intervention, Jérôme, vous dites on confie la gestion, la concession de ces paillotes au maire. Effectivement, là, on a le sentiment que sur ce sujet hautement incandescent, l'État refile le bébé au maire. Et voilà, bon, ça va être plus compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, un maire est plus perméable aux pressions que l'État. Une fausse bonne idée, d'après vous, Maureen, cette histoire de confier au maire la concession des plages Et c'est vrai qu'il y a une ligne un petit peu paradoxale de l'État, avec la préfète qui dit d'un côté personne n'est intouchable en Corse, donc une ligne très ferme. On le verra aussi sur les fraudes agricoles, donc il y a cette ligne sans concession. Et en même temps, il y a la question des concessions. Donc il y a le côté sans concession et concession. On a un peu l'impression que donc cette année on est très ferme. Et à partir de l'année prochaine, on dit au maire, voilà, à vous de... Et en même temps, on peut voir quand même que, en tout cas je pense que c'est l'argument un petit peu de la préfète, que pour une île qui a une vocation à de l'autonomie, voire plus, ça peut être une certaine logique de se responsabiliser. Et une logique ou une forme de piège en disant, voilà, vous voulez assumer vos responsabilités, faites-le. C'est sûr. En sachant qu'on ne peut peut-être pas les assumer de partout. C'est sûr qu'il y a un vrai risque derrière.
il y a un vrai risque. C'est un peu comme les PLU. Si on prend l'exemple de Calvi, qui a eu la gestion des paillotes sur son territoire, bon, ça n'a pas empêché les dérives. Les établissements en dur qui sont construits, voilà, et qu'il va falloir régler. Alors. Il va falloir régler, il y en a pas mal. Hein, oui, on se souvient du conseil municipal de Calvi qui prend fait et cause pour Mara Beach contre des décisions de justice qui vont toujours dans le même sens depuis 15 ans. Qu'est-ce qui se passe si d'un coup les maires s'opposent à la justice ou, voilà, Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop pourquoi d'un côté l'État dit c'est nous qui voulons gérer ça et puis se désengage. C'est pas très logique. Il n'y a pas de cohérence. L'État donne quand même un cadre en disant que le contrôle de l'équité subsistera, évidemment. Et puis de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que les AOT, les autorisations d'occupation temporaire, ne seront plus d'un an, mais seront de 6 à 12 ans. Ça, c'est quand même intéressant. Hein. Il faut noter quand même 4 inspecteurs sur ça donne de la visibilité aux propriétaires de ces paillotes. Ce sont les maires très réticents quand même. Hein. Les maires sont assez réticents. Ça sera ils seront candidats. On ne peut pas leur forcer la main, apparemment. Eh bien, on suivra cette affaire. C'est sûr qu'il y aura des rebondissements. On change de sujet pour parler d'élections. Élections à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud, essentiellement parce que Corse du Sud, parce qu'au moment où nous enregistrons, nous n'avons pas encore les résultats de la Haute-Corse. En tout cas, au Sud, pas de changement. La liste de Stéphane Paquet a été brillamment réélue. 21 sièges sur 25, 45,5% de participation globale et quasiment 90% dans le collège exploitant. On écoute la satisfaction de Stéphane Paquet, ex et futur président de la Chambre. On a gagné tous les collèges, on a gagné tous les élus, donc de partout. Ça veut dire aussi qu'on a fait une bonne campagne sur le terrain, ça veut dire que les gens ne se sont pas laissés berner par rapport à une campagne qui a été quand même, on peut le dire, un peu sale, mais voulue par quelques personnes, heureusement pas la majorité. Mais on voit qu'aujourd'hui, le milieu agricole est toujours soudé, uni, et ce qui importe peu parce qu'on en a vraiment besoin. Alors on ne s'entendait pas à une surprise quand même, Jérôme, mais le score de la FDSEA est important. Quelles leçons on peut tirer de ce genre de scrutin? Alors, primo sortant. Commencer à parler de primes. Non, mais oui, c'est pas un jeu de mots. Non, primo sortant, il y a eu des tentatives de déstabilisation, mais de la part de je crois que Paquet, il a raison quand il dit que finalement les agriculteurs restent unis. Parce que pour avoir autant de... 3 listes. Oui, 3 listes, oui, mais... Des accusations assez graves de la part notamment de Moussa Baïzane qui parle de système. Oui, mais pas, unis sur les résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ah non, donc il y a une unité, il a raison là-dessus. Sa victoire ne peut pas se remettre en cause. Hein. Oui, non, mais c'est ça qui a... Encore qu'il y ait des recours. Pour défendre Paquet ou pour un parti, c'est juste que quand il dit il y a un bloc d'agriculteurs qui soutient cette liste, et ça, c'est pas contestable, à mon avis. Ah non, ça c'est le résultat des élections. Cela dit, maintenant, dire que le monde agricole est uni dans cette histoire, c'est aller un peu vite. Il y a une opposition très forte, même si elle ne s'est pas matérialisée dans les urnes. Il y a eu des accusations très graves. De clientélisme, de système, et surtout ces 2 systèmes de production agricole qui s'opposent. Un système où on met la production en avant, c'est ce que défend l'opposition, Moussa Baïzane et Via Campagnol. Et derrière tout ça, il y a l'affaire des primes, hein, il y a l'affaire de l'enquête qui est en cours, qui concerne le directeur de la Chambre d'agriculture de Corse du Sud, hein, où les subventions sont attribuées en fonction des hectares et non pas en fonction de la production. Il y a 2 modèles qui s'opposent. Ce résultat, en quelque sorte, est-ce que c'est un pied de nez à l'État? Parce que les personnes qui ont été réélues sont toutes, en tout cas une partie, Patrick vient de le dire, sont visées par les enquêtes concernant l'État. Je ne sais pas si c'est un pied de nez à l'État, c'est une volonté en tout cas de ne rien changer. On a l'impression en ce moment avec les gilets jaunes et tout ça qu'on veut tout changer en France. Là, on a peut-être un signal d'une population ou d'une corporation qui dit que nous, on ne veut pas changer. Le système en l'état nous plaît. Est-ce que c'est le système frauduleux qu'on ne veut pas changer, ou est-ce que c'est juste le système et on évacue les brebis galeuses? C'est sûr qu'on peut se poser la question avec le poste de dirigeant de la Chambre de commerce et les accusations qui étaient quand même assez accablantes, notamment de la part du procureur Éric Bouillard sur l'affaire des fraudes. On va attendre le résultat de ces enquêtes, mais si ces fraudes sont avérées, ce n'est pas un problème pour l'État, c'est un problème pour le monde agricole. Ce qui risque d'être un problème pour l'ensemble, c'est la prochaine PAC, la politique agricole commune. Et ça renforce un stéréotype en plus. Elle va être... Cette idée, voilà, tous pourris, voilà.
ça peut faire peser. Parce que la PAC va être réduite, les critères d'attribution et les aides vont être revus, les contrôles plus stricts, dixit la Commission européenne, il va falloir s'adapter quand même. Enfin, c'est les agriculteurs qui devront s'adapter. Oui, évidemment. Oui, Oui. oui. Mais Patrick, tu as bien résumé tout à l'heure la problématique. La problématique, c'est quelle agriculture? C'est le vrai fond. Après, qu'il y ait des pratiques douteuses, pas douteuses, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme agriculture en Corse. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours pas acté, comme beaucoup de choses. On en est encore à se poser quel tourisme pour la Corse, donc on n'est pas à ça près. Mais c'est ça la réalité, le vrai sujet. Que ce soit un tel ou un tel qui est gagné, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre. Est-ce qu'on fait de la Corse une terre, une île bio? Qu'est-ce qu'on développe comme type d'agriculture? Est-ce qu'on met en avant la production? Est-ce qu'on met en avant la production? Est-ce qu'on a les moyens de la mettre en avant? Est-ce qu'il y a les volumes suffisants? C'est ça le vrai débat, il est là. Après, sur les élections, la vraie élection, c'est la régionale aussi. Parce que là, bon... Est-ce qu'il ne va pas avoir beaucoup de changements quand même? Non. Non, mais le pouvoir va être à la régionale. C'est ça que je veux dire. C'est que aujourd'hui, se retrouver président d'une chambre départementale, ça n'a plus beaucoup de sens parce que le patron va être le patron de la régionale. C'est la régionale qui va prendre le pouvoir, y compris les financements et la gestion de l'agriculture en Corse. Oui, il va y avoir quand même un problème parce que les politiques que soutiennent les chambres d'agriculture et la chambre régionale, certainement, qui sera issue des urnes, va être contradictoire avec la politique du président de l'ODARC. Mais on voit ça, y compris au niveau national, avec le rejet, par exemple, du glyphosate et la position de la FNSEA au niveau national qui dit non, glyphosate, on en a besoin. Donc on sent une dichotomie entre la position, entre guillemets, du peuple ou d'une certaine population qui veut tendre vers du bio, vers du durable, et une position de la profession qui dit nous, on a des contraintes et on n'est pas prêt à les laisser. Comment ça va se réunir? C'est compliqué, je trouve. En tout cas, on peut se féliciter d'une chose dans cette élection, c'est la modernisation de la profession, puisque le vote électronique, c'est-à-dire le vote sur Internet, représente 75% des suffrages. Alors, c'est plus le traditionnel vote par correspondance, matière à beaucoup de polémiques, mais c'est le vote électronique. C'est une bonne chose, ça. Je pense que ce vote aussi électronique est source de polémique. C'est un mauvais esprit. Vous l'avez dit. Non, mais je vous l'avais dit. Il y a des recours qui ont été introduits. C'est vrai. Bon, après, il faut sortir des vieux schémas. Il ne faut pas imaginer l'agriculteur au champ. L'agriculteur peut être au champ et connecté chez lui avec un ordinateur portable. Le retraité agricole, oui. Il faut sortir de ces vieux schémas, je pense. Bon. Alors, troisième sujet de la semaine, on quitte la Corse pour évoquer un procès politique, en l'occurrence, qui se tiendra à Madrid à partir du 12 février, celui des 11 dirigeants catalans, dont 9 sont incarcérés pour certains depuis 15 mois pour avoir organisé ce fameux référendum sur l'indépendance en octobre 2017. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Alors cette semaine, le comité de solidarité Corse-Catalogne a apporté son soutien aux prisonniers. On écoute sa porte-parole. Nous considérons que le procès qui s'ouvre le mardi 12 est un procès qui constitue une injustice terrible parce que ces responsables politiques et associatifs n'ont commis aucun délit, aucun acte de violence, contrairement à ce qui leur est reproché. Et nous pensons qu'au-delà de la défense des responsables politiques catalans, ce qui est en jeu, c'est la défense des libertés fondamentales en Europe, de la démocratie. Et nous pensons que tous les démocrates doivent se manifester leur solidarité, parce qu'il en va de l'Europe que l'on va laisser à nos enfants. Alors, 25 ans de prison pour avoir organisé des élections, ça se passe en Espagne, en Europe, pas au Venezuela, ni en Turquie. Est-ce qu'on peut parler d'un recul de la démocratie ? Il faudra voir le résultat du procès, là pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on sent en tout cas une crispation très forte et une Europe qui se tend, et voire qui craquelle. On voit la situation du Brexit en Angleterre, on voit les relations particulièrement tendues avec l'Italie, on voit ce procès en Espagne et même le mouvement, ce qui se passe en France. On sent que la démocratie est tiraillée au cœur de l'Europe, ce qui n'était pas forcément attendu il y a encore quelques années.
C'est vrai qu'il y a avec des tentations autoritaires, en fait. Oui, il y a une montée des populismes d'un côté, puis on sent une montée de l'autoritarisme des États. C'est l'autre. Autoritariste en Europe qui est assez clair, hein, comme l'a dit ma consoeur. Alors l'action en Corse de cette association des hommes politiques, c'est logique, c'est légitime. Hein, on est dans l'action symbolique, on est dans la posture aussi. Ça ne va rien changer. Mais on se demande pourquoi l'Union européenne sur cette affaire-là ne réagit-elle pas? C'est ce que j'avais envie de dire. Elle est très gênée aux entournures, hein, même au moment des événements. Elle est gênée, et la meilleure preuve, c'est que Carles Puigdemont, qui est le président, la Belgique refuse de l'extrader. Refuse de l'extrader. C'est bien qu'elle considère qu'il y a une dérive du côté de l'Espagne. Donc ce serait plutôt à l'Union européenne de taper du poing sur la table. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Parce que l'unité européenne en ce moment... L'Union européenne, c'est les Anglais. Mais elle est basée sur un certain nombre de principes. C'est la Hongrie, qui est sourde aux recommandations, aux préconisations de Bruxelles. C'est l'Italie, alors n'en parlons pas. Enfin, c'est le bordel, hein, très clairement, et pour le dire de façon un peu triviale. Au-delà de l'Union européenne, on n'a pas de grands ténors politiques qui s'insurgent contre ça. Ce qu'on fait encore, c'est pas Jean-Claude Juncker qui va dire ça. C'est très très bien, mais la portée est quand même assez infime. Bien sûr. Mais il n'y a aucune voix, même au niveau politique national, qui aborde ce sujet-là. C'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec le Venezuela, où là, d'un coup, il y a une espèce de facilité. C'est plus facile, c'est plus loin. Ouais. Et puis politiquement... On a mieux donné des leçons quand c'est Ce que je ne sais pas, c'est si les sud. Catalans eux-mêmes ont introduit des recours auprès de l'Europe. Il y a des voies de recours possibles au niveau européen. Je ne sais pas. Après, il y a la Cour de justice, on verra en fonction aussi de l'évolution du procès qui est prévu pour durer 3 mois. Il faut attendre le procès, certes. Et c'est des gens qui sont en prison depuis 15 mois, pour certains. Oui, ceci dit, pour être tout à fait complet, apparemment le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, serait pour trouver une solution apaisée en Catalogne. On verra... Mais la question, ça donnera. Mais espagnole est... La question, c'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a un procès, quoi. Parce que, et pourquoi pour avoir organisé un référendum. Mais pourquoi pourquoi des gens sont on en organise prison. un référendum, et on se retrouve avec des gens qui risquent 25 ans de prison. Il faut voir aussi qu'il y a eu un changement politique en Espagne entre les moments des arrestations et aujourd'hui. Mais en Espagne aussi, ce qu'on n'avait pas connu depuis la chute de Franco, il y a une montée des populismes, notamment en Andalousie. Des partis, même des ex-franquistes, avec une union quand même extrêmement dangereuse entre Ciudadanos, le PP, le centre droit, et ce mouvement d'extrême droite, Vox, qui se sont unis pour prendre la région d'Andalousie. Et en même temps, on a la gauche au pouvoir, ce qui n'était pas arrivé non plus depuis... Un équilibre fragile en plus. Donc c'est un peu, on sent que tout ça est... Ouais. Allez, dernier sujet de la semaine, on n'en a pas parlé encore, mais je sais que vous trépignez, surtout Jérôme, d'en parler. Les Gilets jaunes avec la CGT dans la rue, c'était mardi à Bastia et à Ajaccio, mais aussi au plan national. Alors, convergence des luttes ou tentative de récupération syndicale, Jérôme ? À tentative de récupération syndicale. Je m'en doutais. Évidemment. Non, tentative avortée en tout cas. Ce que je trouve intéressant et... pour un début, c'est pas... je vais citer Michel Field, parce que je veux pas piquer les idées des autres, qui a fait une analyse que j'ai trouvée très intéressante, qui disait sur Europe 1 il y a 3 semaines, Macron, ça a été le dégagisme de la droite et de la gauche. Les Gilets jaunes, la conséquence et la suite, ce sont les Gilets jaunes qui finalement ont dégagé les syndicats, ceux qui les représentaient. Et progressivement, ce qu'on est en train d'avoir dans la société, c'est un refus de tous les corps qui pouvaient représenter la population à travers les partis politiques, à travers les syndicats. Et il y a une troisième tendance qui est en train de se créer, qu'il n'avait pas abordée mais qui arrive, c'est la défiance des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rejet des médias. Elle est bien arrivée. Hein. Qui est bien arrivé. Donc aujourd'hui, on rejette la classe politique, on rejette les syndicats, on rejette les médias. D'où une crise qui, au-delà des manifestations qu'on peut avoir dans les ronds-points ou dans la rue tous les samedis, une crise, à mon avis, assez profonde de la société. Avec la question de fond, comment on sort de tout ça et avec quel modèle ? Parce qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils sont pas portés par une idéologie. Et là, on a un vrai souci. Justement, le fait que... Voilà, l'addition des 3 problématiques, ça devient compliqué. Les syndicats,
Oui, mais le fait ne représente plus que la CGT ait développé ce mouvement avec les Gilets jaunes, la CGT, mais si elle est en perte de vitesse, même si elle n'est plus le premier syndicat français, a quand même une structure importante, beaucoup d'adhérents, de militants. Est-ce que ça ne peut pas constituer la base d'un mouvement social beaucoup plus fort à ce moment-là, un peu comme on a vu en 68 lorsque la CGT a rejoint le mouvement étudiant? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aussi de se repencher sur le fond plus que sur la forme, qui a pris beaucoup de place ces dernières semaines, et de revoir qu'à la base, sur les revendications sociales qui sont portées par les syndicats ou par la CGT, et les revendications sociales portées au début du mouvement par les Gilets jaunes, il y a quand même une convergence. Et on peut revenir sur le fond, s'interroger sur la vie trop chère, sur la protection des salariés, sur le malaise social. Et ça, c'est intéressant. Et puis je trouve qu'il y a un moment pour les Gilets jaunes, entre guillemets, il faut savoir gagner. Et peut-être c'est ça que les syndicats peuvent leur apporter. C'est qu'on l'a vu quand Macron a annoncé les 10 milliards. Alors on peut les remettre en cause. Mais il y a un moment, il faut savoir accepter les victoires de bataille. Et ça, je trouve que les Gilets jaunes n'ont pas forcément su le faire. Et qu'un syndicat peut dire, là on a gagné. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête. Mais il faut savoir se replier, reprendre des forces et repartir. Je ne trouve pas, Jean-Victus, cette première journée de mobilisation jaune et rouge si probante que ça. Enfin, ça réussit. C'est la première. C'est la première. Encore, c'est 10 fois plus que d'habitude. On est à 300 personnes avec des manifs gilets jaunes à 20 personnes. On est passé à 300 personnes à Bastia, mais j'ai connu des manifestations il y a ne serait-ce que quelques années sur les retraites où il y avait 2000 personnes, ne serait-ce que dans les... C'est pas comparable avec les conflits de 89 et 95. Rien n'est comparable. Mais au-delà du nombre de personnes dans les manifestations, on va pas chipoter sur ça, c'est le but de cette première journée de mobilisation jaune et rouge, c'était de bloquer la France. Reprenez les propos du NPA d'Olivier Besancenot, oui, la grève générale, les propos de Jean-Luc Mélenchon, reprenez les propos d'Éric Drouet, c'est on bloque la France à partir d'aujourd'hui. Comme ça a été fait, vous avez fait référence tout à l'heure à 68, ce qui a été fait en 68. En 68, quand il y a eu la grève générale, la France s'est arrêtée. Là, la France, vous savez combien il y avait de grévistes dans l'éducation nationale? Oui, on était il y avait très 5% au niveau national, il y avait 3% de force. Les seuls désagréments, c'était peut-être France 3, France Inter et dans les transports, mais très peu. La France n'a pas été bloquée. Et ça, c'est un échec. Patrick, c'était l'objectif. La question à se poser aujourd'hui, c'est demain, Macron dit je refais le Grenelle qu'on a connu en 68, j'invite les syndicats à la table et je discute avec les syndicats. Est-ce qu'à votre avis, les Gilets jaunes s'arrêtent ou pas? Moi, je pense qu'ils ne s'arrêtent pas. Parce que les syndicats ne représentent plus la population. Et c'est le problème de fond. Mais en même temps, ils ont plus de légitimité. Ça ne résoudrait pas le problème, sinon on les aurait déjà mis à la table. C'est comment on sort de la crise. On a bien compris qu'il y a la crise. En même temps. C'est une crise profonde parce que il y a plus de représentativité. Je crois qu'on a bien compris qu'il y a cette crise. Les Gilets jaunes l'ont bien exprimé. Mais il y a un moment... Est-ce qu'il y a moyen pour les Gilets jaunes et pour l'ensemble de la population française de tirer des acquis de ça, de gagner, de faire un nouveau Front populaire et peut-être, je ne sais pas, peut-être les syndicats peuvent les aider à gagner. Ils ont besoin de la structuration des syndicats peuvent bien pouvoir le faire, mais je pense qu'ils ne sont pas en capacité. Alors cette volonté de ne pas se structurer des Gilets jaunes depuis le début, elle se retourne, cette volonté contre eux. C'est une faiblesse. Ouais. C'est une faiblesse. Le mouvement se délite parce qu'il n'y a pas de structuration. Alors sur la sortie de crise, alors on voit Macron partout, la machine s'est remise en croûte, il essaye de reprendre la main, les sondages lui donnent un espoir, mais quand même on a l'impression qu'aujourd'hui la Fronde, elle gagne son parti politique. 50 députés qui ne votent pas la loi anti-casseurs. La démission de Didier Médor, et bon, c'est peut-être pas, mais qui est quand même le numéro 2 de son parti, le départ de Mathieu Orphelin, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que là, on ne s'achemine pas vers, pas une crise politique, mais un mouvement type celui des frondeurs à terme pour l'instant, on ne peut pas comparer avec les frondeurs du Parti Socialiste parce qu'ils ne votent pas encore contre. On va voir les prochaines lois. On va voir quand cette loi anti-casseurs qu'il a au Sénat, la loi anti-casseurs, quand elle reviendra, si 50 députés La République En Marche votent contre, là on sera dans une crise politique, enfin une crise de la majorité présidentielle. Au-delà, on parlait comment sortir de cette crise. Il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron réussit son coup. Pour l'instant, avec ce grand débat, il occupait... On le voit partout, la réussite, c'est autre chose. Hier, il était sur BFM, ce qui peut poser des problèmes de temps de parole. Il a fait 5 heures de BFM hier. Peut-être un peu à lasser, la multiplication. Il réussit l'exercice plutôt bien.
le plus dur sera la chute, la fin. C'est comme le vélo, hein. Tant que vous pédalez, ça va. Mais le jour où le grand débat, il faut qu'il s'arrête un jour, hein. On a prévu mi-mars, c'est ça, mi-mars, c'est la fin de ce débat. Qu'est-ce qu'on propose au bout? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est prévu qu'il vienne en Corse au début du mois de mars. Et là, pas ce qu'il va pouvoir dire ici. Et là, s'il n'y a pas de mesures concrètes au bout, qui soient validées soit par un référendum, soit par une loi, ça risque d'être encore pire. Voilà. Et là, du coup, ce sera un échec terrible pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il pourrait dire ici en Corse, Jérôme? Alors moi, je crois que s'il vient encore, ça sera pour organiser son débat et rester dans sa logique de je vais sur tous les territoires, organiser des débats dans des communes ou dans des... Oui, mais il sera bien obligé de dire quelque chose. Ah non, non. Ah non. Pourquoi il serait obligé? Non, je pense qu'il ne viendra pas faire une annonce sur l'accord, ça c'est une évidence. Quand tu dis Macron a réussi son coup... pour l'instant. Attends, et entre-temps, là, en ce moment, est-ce que le gouvernement gouverne? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Donc aujourd'hui, on a un système qui est bloqué. Moi, je crois que je ne sais pas s'il a réussi son coup. On parle, oui, mais ça veut dire qu'on ne gouverne pas. Eh bien, ce sera là le mot de la fin, Jérôme. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette rivista ormai è compiuta, vedremo la settimana che viene per altri argomenti. Buonasera a tutti. C'est vrai. Tout à fait. Ça veut dire qu'il réussit son opération. Non. Après, tu prends les sondages. Tous les sondages. Ça, je suis scotché. D'accord, mais tu es scotché. Mais alors. Comment le mec il prend 10 points, c'est hallucinant. Il prend 10 points. Alors, c'est pour ça que je suis contre